Voilà. Je voudrais donc, au nom de M. Abdelaziz Khan, président de Sénéval, vous souhaiter la bienvenue sur cette plateforme du RFE, vous saluer et vous remercier d'avoir pris de votre temps pour suivre avec nous cette webinaire qui est une importante activité de notre groupe thématique. Cette activité s'inscrit dans un cadre global d'un partenariat que nous souhaitons développer avec le RFE et les différentes VOP. Les VOP, c'est les associations nationales d'évaluation francophone. Cette plateforme se veut un espace d'échange, de partage d'expériences et de renforcement de capacités dans les différents domaines qui touchent l'évaluation. Vous avez été nombreux à manifester votre intérêt à participer au webinaire. Notre objectif a largement été atteint et il y a même des personnes qui n'ont pas pu s'inscrire, malheureusement, ce qui témoigne à substance de l'importance du thème, plus approprié que jamais. Nous convenons tous que le développement durable ne pourra se faire sans la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes afin d'éliminer toute discrimination à leur égard. L'intégration du genre dans l'évaluation des ODD est un important levier de pilotage, d'apprentissage, qui permet d'apporter des éclairages sur les dysfonctionnements, les obstacles, sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, pour s'inscrire dans une logique de transformation pour que personne ne soit laissé en compte dans le processus du développement. Nous exprimons notre profonde gratitude à M. Alexis Salvador Loy, dont j'ai eu le privilège de rencontrer lors de la 7e conférence d'Africa. Je crois que c'était Alexis en 2012. Pour rappel, M. Loy est statisticien démographe et expert en évaluation de programmes. Il a une expérience internationale de formateur en évaluation sensible au genre et à l'équité et de facilitation de panels lors des conférences. M. Loy a publié de nombreux travaux qui ont fait écho dans le monde de l'évaluation, ce qui atteste l'expertise et l'expérience et la notoriété du consultant. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du RFE qui nous a permis de tenir cette activité en mettant à disposition cette plateforme. C'est l'occasion pour moi de louer la disponibilité, l'efficacité et la discrétion légendaire de Jean-Marie Long. M. Long est un personnage effarant, fascinant, et comme il fait avec sa baguette magique, vous apporte des solutions à tous vos problèmes. Il est d'une réactivité innée. Avant de laisser la parole à la star du jour, M. Laure, en l'occurrence, je voudrais vous remercier et vous dire que nous voulons que ce webinaire soit participatif et interactif. Vous avez la possibilité, comme l'a dit Jean-Marie Long, de poser vos questions à travers le chat ou en utilisant l'icône questions-réponses. Jean-Marie, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant de laisser la parole à Alexis. Non. Merci à tous et bonne réunion. Excuse-moi. Non, pour moi, il n'y a aucun souci. Okay. Je pense qu'on peut laisser le soin à Alexis de dérouler son propos et sa présentation. Okay. Merci Alexis, tu as la parole. Merci à toute l'équipe pour cette belle initiative qui est une des premières justement au niveau du réseau francophone de l'évaluation, que l'initiative vient d'une association nationale pour réaliser une formation sur une thématique aussi importante que celle de l'évaluation sensible au genre dans le contexte des ODD. Alors, sans tarder, je sais que votre temps est très précieux. J'ai essayé de faire une présentation qui est assez longue, mais dans l'espoir de pouvoir partager cela avec vous par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout, posez-les. On essaiera dans la mesure du possible de répondre à toutes vos questions. Et vous avez aussi mon contact, mon adresse email au cas où vous avez des questions particulières sur lesquelles vous voulez qu'on échange. Ceci étant, alors, ma présentation va s'articuler autour des points suivants. Alors, les objectifs de formation, ensuite le déroulement de la formation. Nous allons voir ensemble les concepts de base relatifs au genre, mais aussi le processus de conception et même de gestion de l'évaluation axée sur l'équité et le genre, et voir aussi comment les résultats de ces évaluations peuvent être utilisés justement pour l'amélioration justement des politiques, mais aussi surtout pour le bien-être des populations. Et ce travail n'est pas sans défi et il va falloir qu'on pense justement à d'autres initiatives, d'autres perspectives dans ce sens-là. Alors,
Donc, dans un premier temps, nous allons aborder les éléments de définition, voir comment, en fait, le genre est représenté dans les objectifs de développement durable. Je n'aimerais pas beaucoup m'attarder sur ça, mais si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Aussi, on verra ensemble quelques outils d'analyse genre qui sont souvent utilisés pour justement cette problématique-là. Alors, il faut noter que déjà dans l'agenda 2030 des ODD, on a un ensemble d'éléments qui font référence au genre. Et cela, en fait, est lié aux inégalités qui ont été constatées depuis lors de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Il a été constaté, bien sûr, qu'il y a eu des progrès, certes, mais les inégalités sont restées toujours croissantes, surtout à l'intérieur des pays et entre les pays. Donc, c'est ce qui a amené dans le cas justement de la définition des outils de développement durable, de prendre en compte ces aspects-là, en particulier également la question du chômage des jeunes, mais aussi de la dégradation de l'environnement. Alors, comme vous le savez, ici, vous avez ce qu'on appelle les 5P, 5P, qui représentent en fait les piliers en fait des ODD. Ce qui est intéressant, vous comprendrez que en fait, le premier pilier vraiment, c'est la population. C'est très important. Quand on met en œuvre des projets, des programmes, justement, c'est pour améliorer le bien-être des populations. Mais ces mises en œuvre des projets ne doivent pas non plus compromettre l'avenir de la planète, parce que chaque génération à son tour, nous devons ensuite travailler à ce que les générations futures aussi puissent avoir leur chance de bien vivre et de vivre décemment. Alors, et la prospérité, la paix et le partenariat qui sont également des éléments importants dans le processus de développement. Alors, on verra comment le genre est pris dans ces différents éléments-là. Donc, je ne vais pas peut-être trop m'attarder sur ça. Vous connaissez les 17 objectifs de développement durable, je n'ai aucun doute, mais il y a deux qui sont spécifiques justement à l'égalité entre les sexes, donc c'est l'ODD 5, et vous avez aussi l'objectif de développement 10 là, qui porte sur les inégalités dans les pays et même à l'intérieur des pays. Et donc, ce sont ces deux éléments qui, de façon spécifique, nous permettent de mettre le focus sur l'évaluation des ODD. Mais ce n'est pas tout. Dans ces ODD-là, il y a en fait des cibles. Et ce que vous pourrez noter, par exemple, dans l'ODD 5, là, il y a 9 cibles et il y a 14 domaines qui sont vraiment couverts par la question de l'égalité des sexes. Et au niveau justement des cibles également, sur les justement 169 cibles qu'il y a de façon spécifique la nécessité de prendre en compte en fait le genre dans l'évaluation. Donc, ce qui représente à peu près les 34%. Et il est mentionné également l'importance de la prise en compte de la désagrégation selon le sexe, mais aussi selon d'autres caractéristiques qui sont importantes pour pouvoir cibler des personnes qui sont vulnérables. Parce que dans ce processus de développement, nul ne doit être laissé pour compte, comme on l'a si bien dit, c'est l'emblème. Et si nul ne doit être laissé pour compte, il faudra qu'on développe des stratégies pour pouvoir les atteindre et qu'on puisse les impliquer de sorte à ce que ce qui va être mis en œuvre réponde à leurs besoins. Et vous verrez alors qu'il y a 21% des indicateurs qui sont explicités selon le sexe. Alors, justement, parlant de l'équité, c'est ça que ça va aller un peu aussi dans un domaine plus élargi, parce que là, souvent, on va revenir à ça par rapport à la définition du genre. Il y a plusieurs dimensions qui sont souvent abordées. Et il est important en tant qu'évaluateur de comprendre le contexte et de voir comment faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. On parlera par la suite de ces différents éléments. Alors, ça, ce sont des éléments de contexte, par exemple. Bon, c'est un indicateur qui est souvent utilisé pour voir comment, en fait, les ressources sont réparties au sein de la population. Et normalement, vous avez cette première ligne droite-là, qui, si vraiment les ressources étaient réparties de façon équitable et tout ça, là, bon, ça devait suivre justement cette première ligne.
Mais malheureusement, on a des déviations qui sont souvent constatées. Et pour ce cas spécifique, vous voyez qu'il y a 10%, par exemple, des personnes les plus instruites là, qui consomment plus de 50% des ressources. Donc là, il y a quelques difficultés. Il faut voir comment, en fait, ces ressources peuvent être mieux être allouées pour permettre justement le bien-être de l'ensemble des populations. C'est juste à titre d'illustration. Et vous n'allez pas parler souvent des genres sans peut-être qu'on parle aussi d'équité. Alors, dépendamment du contexte, il faudra voir quelle approche il faut adopter. Mais toujours, lorsque l'on fait une analyse genre, même lorsque vous considérez des groupes qui sont vulnérables, on vous demande toujours de voir à l'intérieur de ce groupe vulnérable comment se comportent les femmes, comment se comportent les hommes. On viendra parce qu'il y a d'autres dimensions qui sont de plus en plus abordées au regard des mutations au niveau de la société. Alors, comment faut-il voir le genre? Est-ce qu'on peut parler d'égalité mathématique? Non, ce n'est pas ça, parce que nous ne sommes pas tous hommes et femmes. Nous avons des propriétés innées avec lesquelles nous sommes nés, pour me répéter. Et ce qu'on demande, c'est qu'il faut que chaque personne soit à l'aise dans son domaine et que chaque personne soit justement puisse vivre dans selon sa perception du bien-être et qu'on puisse aller de l'avant. Alors, normalement, quand vous voulez faire un travail d'évaluation qui tienne compte du genre, c'est très important, je vais le dire, je l'ai même mentionné aussi dans la publication avec la Banque africaine de développement. Il est important pour nous d'abord de connaître ce que l'on entend par genre dans le dit pays. Si c'est dans un pays, qu'est-ce qu'on entend par le genre? C'est très important. Parce que le genre, comme vous le savez, c'est un construit social. Et donc, si nous voulons apporter des solutions aux inégalités qui sont relatives au genre, si nous voulons travailler à atteindre l'objectif de développement durable en réduisant les inégalités relatives au genre, il va falloir que nous comprenions le contexte culturel de ces pays-là et de ces populations ou bien de ces groupes-là pour pouvoir justement mieux élaborer nos outils et puis récolter l'information pertinente et adopter des méthodes d'analyse qui tiennent compte vraiment de la réalité. Alors, je vais passer sur ça parce que là, c'est des éléments en rapport avec des domaines spécifiques qui sont relatifs aux relations de pouvoir. Comme vous le savez, c'est ça justement la problématique aussi du genre. Il s'agit d'une relation de pouvoir entre hommes et femmes aussi, mais également du rôle des hommes et des femmes dans une société. C'est très important. Il y a des outils qui sont considérés lorsque l'on veut faire souvent ces types d'analyse-là et sur lesquels je vais revenir rapidement. Je vais passer sur ça. Ça, c'est les différentes approches depuis, qui ont été considérées lorsqu'on parle des genres. L'intégration des femmes dans le développement, oui, c'est bien, mais ce n'était pas suffisant parce que l'objectif, c'était juste de rehausser la productivité des femmes et d'augmenter les revenus. Alors, et dans ce cas, c'est également intéressant. Et l'autre approche, c'est l'approche femmes et développement. Vous aurez constaté que depuis là, je parle des femmes. Donc, dans ces approches, on ne parle que des femmes. Intégration des femmes, approche femmes et développement, ainsi de suite. Alors que vous savez que, dépendamment des sociétés, c'est là, en voulant apporter des solutions à des difficultés qui sont rencontrées par les femmes, il est nécessaire, souvent plus que nécessaire, d'intéresser ou bien de prendre en compte aussi les hommes, parce que la femme ne vit pas seule dans la société. Il y a des hommes, il y a d'autres acteurs qu'il faut intégrer. Et là, la dernière approche, qui est l'approche genre et développement, justement, là, c'est encore plus clair. Là, on parle justement de justice sociale, d'autonomie et d'un pouvoir aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Là, c'est plus intéressant. Mais dans les pays, justement, surtout dans le contexte africain, bon, vous allez voir, ce sont des choses sur lesquelles on doit aussi réfléchir. Vous allez voir, par exemple, il y a le ministère de la femme, de la famille, et ceci. OK, c'est bien. Bon, j'ai rarement, j'ai déjà entendu parler une fois du ministère, j'ai vu le ministère de la promotion de la femme et des genres.
Alors, ça fait souvent que lorsque, en fait, on parle du ministère de la femme et de la famille, souvent, alors, il y a des gens qui sont réticents parce qu'ils se disent que ça, c'est pour tu dis que tu travailles au ministère de la femme. Mais comment ça se peut que tu travailles au ministère de la femme? Oui, ce sont des éléments qui sont arrivés. Alors, donc, dans cette approche genre et développement, on voudrait en fait faire participer l'ensemble des acteurs afin qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes, aussi bien des femmes, des filles, des hommes, mais aussi des jeunes, mais aussi des personnes âgées. Donc, ça va plus dans la partie sur justement les groupes vulnérables. Mais dans les analyses, il est toujours intéressant de désagréger selon les genres, comme on l'a dit. Alors, il y a un cadre qui est souvent utilisé ici qui définit un peu le rôle. Il y a justement 3 rôles qui sont souvent considérés. Et justement, c'est important lorsque vous voulez faire une évaluation et que vous devez aller sur le terrain, de bien comprendre ce qu'est le rôle d'une femme dans cette population, ce qu'est le rôle d'un homme dans cette population. C'est très important. Il y a des sources secondaires, il y a des documents sur lesquels on peut lire et puis mieux avoir d'informations. Alors, par rapport à la production, donc concernant la mobilisation, par exemple, des ressources, c'est qui s'en occupe? Et par rapport, par exemple, aux enfants, à la décision même d'avoir un enfant, à la prise en charge de l'enfant ou bien de la famille, qui est-ce qui s'en occupe et comment? Donc ça, ce sont des éléments très, très intéressants à voir. Ça permet de voir un peu le rôle qui est souvent considéré pour les hommes et celui qui est généralement considéré aussi pour les femmes. Et ça va vous permettre de pouvoir élaborer votre questionnaire, vos outils en fonction et de voir qui peut échanger avec qui pour avoir quelle information. C'est très important. Alors, l'autre élément, c'est la question des ressources. Bien sûr, dans un ménage, on travaille, il y a des gens qui mobilisent des ressources, mais est-ce que ce sont ces personnes qui peuvent décider de l'utilisation de ces ressources? Ça, c'est très important. Et pour une évaluation, par exemple, que je viens de faire récemment, il n'y a pas longtemps, pour un programme de l'Union africaine, là. Alors, il y a, par exemple, eu des formations qui ont été faites, par exemple, sur le compostage pour permettre justement aux populations de pouvoir utiliser le compost et améliorer justement le rendement agricole. Mais justement, lors de cette enquête-là, j'avais voulu voir si ça a eu un impact. Alors, la première des choses que je cherche à comprendre, c'est de voir en fait s'il y a des femmes qui ont été formées à cette technique-là. Alors, il est arrivé que dans certaines municipalités, non, on n'a pas envoyé des femmes en formation parce qu'on se dit, ça, c'est une activité. J'ai demandé pourquoi. Non, ça, c'est une activité qui est réservée pour les hommes. Et pourquoi c'est réservé? Oui, parce que c'est une activité qui est très difficile. J'ai dit, OK, donc les femmes ne peuvent pas faire ce genre d'activité. Non, que c'est une activité pour les hommes et puis pour les jeunes. Par contre, dans d'autres municipalités, il y a une femme qui est partie, par exemple, à la formation et qui l'a vraiment réussi et qui est venue, c'est elle-même qui a formé beaucoup d'hommes et beaucoup d'autres femmes. Donc, vous voyez que ça dépend vraiment des contextes. Et justement, quand vous faites votre évaluation, il faudra que vous arriviez à avoir ces spécificités-là, de sorte que dans les recommandations, on puisse orienter mieux justement les partenaires dans la suite des projets. Alors, il y a bien sûr, ça c'est juste à titre d'exemple là. Bon, j'avais pris quelques illustrations, mais finalement j'ai gardé une seule. Bon, il y a ici en fait un tableau que vous verrez par la suite qui permet en fait de faire le lien entre ce qui est relatif à l'équité, ce qui est relatif au genre. Alors, ici, c'est un élément sur la pauvreté. Donc, j'ai pris pour un pays X comme ça. Donc, vous allez voir que dans l'ensemble, à l'extrême droite, dans le graphique, c'est le seuil de pauvreté en 2015, c'était 40,1%. Et puis, bon, en 2011, c'était 36,2%. Ah, la pauvreté a vraiment augmenté. Mais est-ce que la question qu'on doit se poser, mais est-ce que cette pauvreté-là, elle touche de la même façon les hommes et puis les femmes? C'est comme ça que vous allez commencer à faire l'analyse. C'est très important. Mais dans le graphique qui est présenté,
Non, il n'y a pas justement des éléments par rapport aux hommes et aux femmes, mais vous avez des éléments par rapport au milieu urbain et puis au milieu rural. Donc, lorsque vous faites cette analyse-là, vous allez parler plutôt d'équité, parce que les gens en milieu urbain, par exemple, en milieu urbain, rural, vous allez voir, c'est ce qui est au milieu là, la pauvreté y est plus importante, ça fait 43,6% en 2015, mais alors qu'en milieu urbain, c'était 35,8%. OK? Donc, donc, ce sont des éléments qui sont... En 2011, c'était la même chose. Donc, le milieu rural est beaucoup plus... Maintenant, ce qui va être intéressant, lorsque vous voulez appliquer une analyse genre dans ce domaine-là, c'est d'aller voir dans le milieu rural, est-ce que les femmes sont aussi moins riches que les hommes? Et ça va aider à mieux cibler. Donc, le tableau en bas donne des informations et c'est ainsi qu'on pourra justement mieux appréhender ces éléments. Alors, comment concrètement nous devons faire en fait une évaluation qui soit sensible au genre, okay, et qui pourrait de façon globale prendre en compte l'équité? Alors, ça, je vais passer dessus parce que souvent ce n'est pas évident. On a besoin, en fonction des ressources et puis aussi des défis à relever, on peut être amené à voir justement notre façon de réagir. Alors, d'abord, est-ce que le projet ou bien le programme ou bien l'initiative telle que élaborée peut être évaluée selon le genre? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut avoir des résultats crédibles sous la base de ce projet-là pour une évaluation qui est sensible au genre? C'est très important. Alors, et pour ce faire, on a besoin justement d'aller voir un peu justement dans les objectifs de l'initiative ou bien du programme. C'est très important. Il faut que les objectifs justement soient très, très bien formulés. Souvent, il y a l'acronyme SMART qu'on utilise là. C'est important parce que pour pouvoir évaluer, on a besoin de savoir. Bon, on peut dire, oui, dans certains cas, bon, pour une approche qualitative, oui, mais quand vous élaborez toujours, si vous avez un cadre logique, il y a toujours des indicateurs qui sont objectivement vérifiables. Il faudra voir si vous avez effectivement ces éléments-là. Donc, à l'issue de ça, c'est l'évaluation d'abord, voir si par rapport à la conception du programme, ou bien du projet, ou bien de l'initiative, si on peut faire une évaluation qui est genre sensible. Alors, ce tableau en donne un résumé et il y a des choses qui sont par exemple proposées. Bon, s'il se trouve que vraiment, oui, au moins dans 50% des cas, les objectifs ou bien la conception du projet ou bien du programme ou bien l'initiative a pris en compte les questions relatives au genre, allez, on peut aller de l'avant. Mais si c'est inférieur à 80%, bon, on peut essayer de voir là, peut-être il y a besoin de remodifier, de modifier certaines choses dans le programme. Mais toujours est-il que, bon, ça, dans certaines situations, c'est des éléments qu'il faut mentionner lorsque vous allez, par exemple, faire l'évaluation. Mais si c'est supérieur à 80% et qu'on veut une évaluation qui est sensible au genre, souvent ce n'est pas évident. OK? Donc, ça dépendra vraiment des objectifs. Ça, c'est quand la conception ne répond pas vraiment. Alors, sinon, ça pourrait être aussi, dans certains cas, vraiment un travail de fond qui va aider justement l'équipe de projet ou de programme à pouvoir redéfinir vraiment concrètement ce qu'est le projet et ce que l'on veut effectivement atteindre et comment mesurer cela de façon adéquate. Alors, est-ce qu'on peut aussi vérifier les résultats? Ça, c'est une question que l'on en rapport justement avec cela. Alors, est-ce qu'il y a une enquête de base? Bon, généralement, bon, de ma petite expérience là, je pense que généralement, vraiment, les études de référence là, il y en a très peu, très peu. Donc, il faut passer par d'autres méthodes. Peut-être qu'on va en discuter et n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces aspects-là. Alors, donc, c'est le même principe qui est adopté ici par rapport au seuil de 50%, ainsi de suite. Et l'autre, par rapport à la faisabilité, la crédibilité et puis l'utilisation aussi des résultats, on a un ensemble d'éléments qu'il faut vérifier. Est-ce que le temps est suffisant? Est-ce que c'est le moment est opportun pour faire l'évaluation, tenant compte du contexte, de l'environnement social, okay, et politique?
est-ce que c'est possible de faire l'évaluation? Donc, ces éléments, vous les aurez avec vous. Il faut que j'avance pour vous permettre de pouvoir poser vos questions et d'apporter des éléments de réponse. Alors, maintenant, comment préparer une évaluation qui soit sensible au genre? Donc, vous allez voir, il y a un ensemble d'étapes. Donc, ici, c'est le processus évaluatif et l'étape, c'est la préparation. Alors, donc, comme je l'ai dit précédemment, il faut vérifier l'évaluabilité. Alors, il peut arriver que dans certaines initiatives, certains projets ou programmes, dès le départ, on a pris en compte, en fait, la dimension genre. OK? Donc, ça veut dire que nous avons des indicateurs relatifs au genre et nous savons ce qu'il y a comme écart entre hommes et femmes et peut-être entre jeunes filles et puis entre jeunes garçons, entre les personnes. Ça suppose qu'on a déjà des indicateurs dans ce domaine-là. Dans ce cas, Dieu merci, tout peut aller très bien parce que nous avons une situation de référence, tout va bien. Mais il peut arriver des cas où non, on n'a pas vraiment d'éléments sur justement cet aspect-là. Et là, comment il faut faire? C'est un élément vraiment qu'il faut discuter. Alors, ce que je dis souvent, c'est que si le projet ou bien l'initiative a un dispositif de suivi-évaluation qui est vraiment performant et qui collecte des données régulièrement, nous avons la possibilité à un moment donné de collecter l'information sur le genre en lien avec les objectifs du projet et pour pouvoir avoir une situation qui ne sera pas de référence parce que nous avons déjà oublié ça depuis, mais qui va nous permettre au moins qu'à partir de telle date, nous avons commencé à avoir ces résultats-là. Et ça peut être intéressant. Il vaut mieux avoir cela que de n'avoir rien dans son dispositif. Alors, vous avez souvent des références que j'ai mises là, que je vais vous donner. Ça se trouve même sur Google, même quand vous tapez, vous avez ces éléments sur les évaluations axées sur l'équité et le genre. Mais j'ai des nouvelles références aussi à partager avec vous qui seront dans la présentation PowerPoint. Voilà. Alors, toujours, il faudra voir la question des ressources. C'est très important. Quand on parle des ressources, ça peut être le temps, mais aussi ça peut être aussi des ressources financières, ça peut être aussi des ressources humaines. Alors, la difficulté souvent de faire des évaluations qui tiennent compte du genre, vraiment, c'est la durée, parce que ça va prendre du temps, parce que vous devez développer des stratégies pour avoir des personnes qui ne sont pas facilement accessibles et les ressources financières nécessaires, parce que ça va jouer en fait dans l'échantillonnage. Okay? Lorsque vous allez tirer un échantillon, pour tenir compte de ces spécificités-là, vous aurez besoin d'assez de ressources parce que si vous voulez que les différentes catégories de la société soient représentées, par exemple, les groupes sur lesquels vous travaillez, il faudrait que vous tirez l'échantillon de sorte à avoir une représentativité au niveau de ces différents groupes. Et ça demande encore plus de travail. Mais ce n'est pas impossible, c'est juste une question de temps et de ressources. Bon, et dans un contexte de rareté des ressources, bon, on peut comprendre qu'il y a des difficultés à faire des évaluations axées sur l'équité et le genre. Alors, après la préparation, justement, c'est l'identification des intervenants dans l'évaluation. Donc, s'il vous plaît, ici, le dernier élément, incluant les groupes les plus défavorisés, c'est très important. Très, très important. Si vous voulez que votre évaluation puisse avoir les informations pertinentes pour pouvoir prendre des décisions qui permettent le bien-être de tout le monde, il faudra que les personnes même qui sont concernées par la problématique participent. Et donc, il faut les identifier. Et de nos jours, il y a en fait, c'est vrai, beaucoup d'éléments qui peuvent aider à identifier, par exemple, les groupes vulnérables avec l'accès actuel au TIC et aussi la disponibilité d'un ensemble de sources de données. Je vais vous montrer peut-être un livre là qui vient de paraître, qui a été publié par UN Women sur l'utilisation des données secondaires, donc des sources administratives pour pouvoir faire le suivi des ODD. Ça, c'est un élément qui peut être aussi mis à contribution.
Donc, pour les groupes vulnérables, pour l'ensemble des acteurs, il faudra prendre le soin de bien faire votre analyse, de voir qui peut faire quoi, à quel moment et pour quelles raisons. C'est souvent très important. Parce que la motivation des uns et des autres pourra déterminer aussi l'issue de l'évaluation. Et l'autre élément, c'est qui va utiliser les résultats. On en viendra par la suite. Alors, la participation va accroître la responsabilité, mais aussi la confiance, parce que quand vous êtes évaluateur, vous faites votre évaluation, il peut arriver à un moment donné, ah, nous ne sommes pas d'accord avec ces résultats, ces rentrées-là. Alors que, bon, peut-être souvent, il arrive que, honnêtement, les gens savent que il y a ce problème-là, mais le fait que ces personnes n'ont pas été associées justement à l'évaluation, ça peut être des éléments de frustration. Donc, c'est important de pouvoir identifier l'ensemble des acteurs. Alors, comment les intervenants, notamment les groupes les plus défavorisés, sont impliqués dans le processus et à quel degré? Alors, vous allez voir, souvent, il y a souvent une échelle de participation qui peut être à 5 niveaux ou bien à 7 niveaux, dépendamment. Alors, il y a le niveau le plus faible où on vient vous donner vraiment, bon, peut-être qu'on ne vous informe même pas. Ça, je peux considérer le niveau le plus faible. Là, vous êtes exclu. Alors, l'autre niveau, c'est qu'on vient vous donner l'information. C'est une information qu'on vous donne, mais vous n'êtes pas impliqué. Donc, on vient pour faire l'évaluation de tel programme. Bon, vous avez été tiré au hasard pour répondre à nos questions. Non, ça, ce n'est pas sérieux là. OK? Donc, vous voyez, c'est bien, vous avez fait votre échantillonnage, bien, vous avez identifié les acteurs clés qu'il faut répondre. Alors, bon, vous n'allez pas venir tout de suite là commencer à me poser des questions pour savoir comment ça va, ça ne va pas. Bon, c'est très intéressant. OK? Voilà, donc il faudra que, par exemple, dans la conception, et que vous ayez des acteurs clés avec qui, par exemple, vous allez échanger et qui vont aussi donner, ils peuvent même donner un feedback, un retour comment on peut dire ça, des propositions par rapport aux questions même qu'il faut poser ou bien des reformulations qui sont nécessaires. C'est très important. Vous voyez, ça prend du temps par contre. Okay. Alors, est-ce qu'il faut voir aussi comment chacun des acteurs peut participer parce que c'est très important dans les contextes là, il y a peut-être un contexte trop hiérarchique ou bien où la responsabilité, où les rôles sont souvent définis de sorte à ce que chacun doit rester dans sa zone. Il n'est pas souvent évident de mettre des gens ensemble souvent pour discuter. C'est de voir comment cela peut, votre stratégie pour la collecte des données peut justement permettre de pouvoir avoir la bonne information de chaque acteur. Alors, bon, pour le niveau de participation, j'en ai déjà parlé. Et également, la stratégie de communication est importante. Tout cela, vraiment, c'est pour pouvoir identifier les différents intervenants et pour pouvoir identifier les groupes les plus vulnérables et pour qu'ils soient vraiment beaucoup impliqués. Alors, donc, avec l'ensemble des partenaires, vous pourrez à ce niveau voir quelle démarche il faut adopter. Alors, je vais vous laisser ces éléments-là pour lecture. Dans tous les cas, vous aurez la présentation PowerPoint et vous avez mon courriel aussi. Au cas où vous aurez besoin qu'on discute, on pourra vraiment revenir à ça. Alors, l'autre chose que l'on ne fait pas le plus souvent, c'est identifier l'utilisation qui sera faite des résultats de l'évaluation. C'est très important. On va faire une évaluation. Qu'est-ce qu'on va faire des résultats de l'évaluation? Qui va utiliser les résultats de l'évaluation? Bon, moi, par exemple, écoutez, si je suis, imaginez que je suis un ministre, vous faites votre rapport d'évaluation, vous m'amenez un document de 100 et quelques pages. J'ai été large, hein, même peut-être 20 pages, 10 pages, même c'est beaucoup. Avec des formules que j'ai du mal à comprendre. Là. Écoutez, moi, je n'ai pas besoin de ce genre de rapport-là. Non, j'ai besoin d'un rapport qui me dise qu'est-ce qui se passe, okay, où est-ce qu'on est arrivé et qu'est-ce qu'on peut changer. Okay? Ça, c'est important. Mais étant donné aussi, si je suis un acteur du groupe le plus défavorisé, bon,
vous savez, la façon la plus peut-être, c'est de venir me dire ça. Voilà, nous étions venus collecter des données auprès de vous. Nous avons, voilà, et voici ce qu'on a sorti comme résultat. Est-ce que tu penses que c'est vraiment la réalité ou bien il y a des choses peut-être qu'il faut améliorer? Alors, ça peut être sous différents formats. Donc, il faut avoir vraiment identifier l'utilisation qui sera faite des résultats de l'évaluation. Ça va être important. Alors, bien sûr, ce genre d'évaluation, soyez sûr, ce n'est pas sans difficulté. Il y en aura beaucoup. Surtout si c'est pour la prise en compte du genre. L'évaluation que j'ai faite dernièrement, j'avais, heureusement, bon, en fait, dans mon équipe, j'avais pris aussi en compte des étudiantes avec qui je travaillais pour leur programme d'études. Mais arrivé au niveau, par exemple, du centre de santé, où justement le centre de santé a été mis en œuvre justement dans le cadre du programme, il y avait bien sûr une maternité. Et à notre arrivée, il y a une femme qui venait d'accoucher. Voilà. Donc, ouais, c'est cette étudiante, par exemple, et collègue qui est partie pour faire justement l'interview avec la dame. Et soyez sûr, je pense que si c'était moi, ce ne serait pas aussi évident. Okay? Je pense qu'il faut que chaque acteur puisse avoir un rôle important à jouer dans ce processus-là. Voilà. Alors, les difficultés, vous les en aurez toujours, mais bon, il y a une difficulté a toujours une solution. Donc, comme on dit, un problème a toujours une solution. Lorsqu'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un problème. Donc, il faudra y penser le plus tôt possible et essayer d'anticiper. C'est pour cela, dans la conception, lorsque vous pensez déjà aux défis, vous pensez déjà à des solutions qui peuvent être trouvées à ces défis-là, au lieu de se faire surprendre sur le terrain. Et ça demande de bien connaître le contexte. Okay. Alors, au niveau des méthodologies, alors, vous savez bien, il y a aussi différentes approches qui sont utilisées pour justement l'évaluation des programmes. Bon, il y en a qui utilisent des approches qualitatives, il y en a qui utilisent des approches quantitatives, mais je peux vous dire que de plus en plus, c'est l'approche mixte qu'il faut utiliser. Les chiffres, c'est bon, ça permet d'avoir peut-être le niveau du phénomène que l'on veut étudier, ça permet d'avoir peut-être le niveau d'atteinte des objectifs, mais comment ces objectifs-là sont atteints, comment on a fait pour y arriver ou comment on a fait pour ne pas atteindre l'objectif, quelles ont été justement les difficultés, les boulots d'étranglement qui ont fait en sorte qu'on n'a pas pu atteindre ces résultats, c'est encore important. Parce que c'est en chassant comment on a fait pour atteindre ou bien comment on a fait pour ne pas atteindre qu'on pourra corriger. Et ça, c'est très important lorsque vous faites des évaluations qui sont axées sur le genre et sur l'équité. Alors, ça demande des coûts, comme je l'avais déjà dit, mais c'est le prix à payer. Il vaut mieux faire un bon travail en tenant compte de ces aspects-là que de travailler assez rapidement et puis avoir des résultats qui ne peuvent pas être utilisés. Alors, bon, souvent, vous avez parlé de la théorie de l'évaluation axée sur l'équité et le genre. Bon, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous pourrez aussi voir, parce qu'il y a la théorie des changements qui nous permet de dire comment on va faire pour arriver à tel changement qui est durable pour le bien-être des populations. On définit les différents mécanismes et les étapes par lesquelles on va y arriver. Lorsque ça c'est bien défini, donc pendant l'évaluation, vraiment, c'est cela qui doit vous guider et vous allez essayer de voir à chaque étape quelles sont les questions importantes qui peuvent être posées pour qu'on puisse avoir l'information et traiter et définir pour avoir le résultat et voir si ce résultat-là aboutit justement à ce qu'on attend ou à quelque chose qui n'est pas attendu. Alors, et à ce niveau, bon, les résultats, comme on l'a dit, s'ils ne sont pas atteints, on le saura. Pourquoi? Si on a une bonne théorie de changement. Si c'est atteint, on le saura également. Et là, ça permet effectivement d'avoir l'imputabilité, là, OK, et de faire l'inférence causale pour ceux qui font du quantitatif. Mais sinon, pour le qualitatif, vraiment, c'est beaucoup plus les échanges, okay, avec les différents acteurs, laissez-leur le soin de s'exprimer et de
par la suite de pouvoir faire ces analyses et de ressortir les discours y afférents. Alors, bon, pour ça, je vais vous laisser ça. Bon, pour le cadre d'analyse des goulots de trianglement aussi, vous aurez ça aussi dans la documentation. OK? Mais je vais aller, par exemple, à ça. Généralement, c'est les 4 là. Donc, il faut faire l'analyse de l'offre. OK? Il faut voir qui utilise les services. Il faut également voir les facteurs qui sont relatifs à la demande. Mais il y a des facteurs au niveau macro qui interviennent sur tout ça. Donc, c'est très important, que ce soit au niveau économique, au niveau politique ou bien au niveau institutionnel. Ce sont des aspects qui sont importants. Voilà. Et vous allez voir aussi, justement, au niveau politique, je sais que dans certains pays, par exemple, parlant de la participation politique, par exemple, des femmes, bon, il y a ce qu'on appelait le quota genre. OK? Bon, il y en a qui sont contre le quota genre et puis d'autres sont pour. Là, peu importe quand on est évaluateur, c'est de voir est-ce que, voilà, est-ce que ça atteint le résultat que l'on veut. OK? Bon, bien sûr, il y a une évaluation qui a été faite pour un pays, par exemple. Non, ça n'a pas vraiment donné grand-chose. Pratiquement pas grand-chose. Parce que tout simplement, il y a des gens qui ont utilisé d'autres. La loi est faible. Ils ont utilisé d'autres astuces pour pouvoir placer, par exemple, les femmes comme des suppléants. Et ce sont les hommes qui sont les premiers en tête de liste là. Donc, lorsque le parti gagne, bon, voilà, ce sont les hommes qui occupent les postes. Pour avoir quelqu'un qui va démissionner, un qui est premier qui démissionne pour laisser à son suppléant, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est cet aspect-là. Alors, pour les méthodes d'évaluation, comme je l'ai dit, bon, c'est les techniques, méthodes mixtes qui sont beaucoup utilisées, et parce que ça nous permet non seulement d'avoir des indicateurs quantitatifs qui nous permettent d'avoir le niveau d'atteinte des résultats, mais également, OK, de savoir ce qui a pu concourir à ces résultats-là. Et ça, c'est très, très important. Alors, maintenant, pour la question de la diffusion des résultats, okay, on avait dit avant qu'il faut identifier l'utilisation prévue des résultats. C'est très important. Qui va utiliser les résultats et à quelle fin? C'est très important. Et pour les résultats, on peut identifier, par exemple, les groupes les plus vulnérables. Okay, avoir un format spécifique pour ces groupes-là. Pour les décideurs, ça va être la même chose, ainsi que pour les parlementaires qui doivent utiliser même les résultats des évaluations pour pouvoir être à l'aise en principe dans leur travail, dans l'évaluation de l'action gouvernementale, mais aussi du bien-être des populations. C'est très important. Okay? Donc, et au niveau de ces formats, par exemple, on peut avoir, ça peut être des dépliants. Oui, c'est facile peut-être de lire un dépliant avec 4 pages là, que de lire des feuilles Word plusieurs. Okay? Alors, pour les groupes, par exemple, les plus défavorisés, ça peut être peut-être qu'on peut organiser, par exemple, un sketch, okay, ou bien une vidéo qu'on peut monter à partir justement de la connaissance que nous avons des groupes défavorisés. Si ce sont des gens qui ne s'expriment pas en français, par exemple, ben c'est de faire ça en langue locale et de faire ça peut-être sous forme de sketch, ou bien bon, d'avoir, par exemple, des vidéos qui peuvent, par exemple, écouter ou avoir des rencontres avec eux. Et bien sûr, il y a les autres formes de rapports qui sont généralement avec les techniciens qui contiennent tous les détails. Bon, ça, c'est des éléments qui peuvent être donnés par la suite aux différents acteurs. Voilà. Donc, ça concerne l'utilisation des résultats. Maintenant, au niveau des références que je voudrais bien sûr partager avec vous, il y a d'autres que j'ai intégrées, bon, qui portent justement sur l'évaluation dans les ODD, la prise en compte des genres. Et comme je le disais, le genre est un construit social et les solutions durables à l'évaluation entre hommes et femmes doivent se fonder sur les valeurs culturelles et sociales. Donc, vous trouverez par exemple cela dans la publication de la Banque africaine de développement. Okay, il y a le lien qui est indiqué, mais je crois que j'ai donné plus de détails.
Et vous avez aussi ce guide-là qui a été élaboré en 2000, bon, ça a été élaboré en 2016, voilà, et qui a été traduit aussi en français. Vous avez le lien pour y accéder pour la version française. Évaluation axée sur l'équité et sensible au genre, ça va vous permettre d'avoir des éléments. Et justement, pour la publication de la Banque africaine de développement, donc vous avez 2 numéros par exemple, c'est vraiment bien le genre dans l'évaluation en volume 1. Donc, j'ai fait une publication dans ce volume-là. Et vous avez l'autre volume aussi, le genre dans l'évaluation en volume 2. Il y a des éléments intéressants dedans. Vous allez voir aussi des experts qui ont aussi fait des propositions pour la prise en compte du genre, par l'utilisation, par exemple, des données de masse, ce qu'on appelle souvent les big data. Okay? Peut-être, vous pourrez lire, par exemple, le travail de Michael Bamber, c'est en français. Bon, l'avantage, ça a été traduit en français. Il y a assez d'éléments. Et ici, vous avez aussi d'autres ressources, bon, avec les différents liens. Celui qui est à ma droite, là, celui de UN Women, ça vient de paraître il n'y a même pas longtemps, ce mois d'août. OK, et donc, comment utiliser les données administratives pour pouvoir faire le suivi justement des ODD dans une perspective de genre. C'est très important. Et l'ancien livre de l'UNICEF qui porte justement sur les évaluations axées sur l'équité, que vous pourrez également consulter. Alors, j'ai mis quelques références. Bon, malheureusement, en fait, nous n'avons pas beaucoup de la documentation en français. Et ça nous complique souvent la vie. Bon, il va falloir qu'on travaille davantage à améliorer cela. Donc, ces références, vous pourrez les avoir avec vous et puis les consulter. Et l'autre chose également, bon, j'ai mis des liens ici qui peuvent vous permettre d'aller, par exemple, sur le site de Valjean des Places, le blog. Souvent, on partage de la documentation là-dessus et c'est intéressant de le savoir. Et vous avez aussi le groupe des Nations Unies là, qui travaille justement sur les questions relatives au genre. Vous pourrez avoir aussi des indicateurs à ce niveau. Okay. Voilà, donc ceci étant, je sais que j'ai plus trop de temps. Je vais vous laisser justement la parole afin que nous puissions échanger de vive voix. Et n'hésitez pas à poser des questions. Le webinaire il est suffisamment court pour qu'on puisse aller dans certains détails, mais vos questions nous permettront de les approfondir. Merci. Merci Alexis et bravo, merci. Pour ce brillant exposé qui reflète la maîtrise du sujet, du thématique, et surtout la générosité avec laquelle vous partagez vos connaissances. Ça, c'est une marque des grands intellectuels. Vraiment, merci pour tout. On a passé en revue la définition des concepts. Je ne vais pas m'amuser à faire la synthèse parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Okay. Le diapo sera disponible dans les sites, dans les différents sites. Il nous reste, je crois, une trentaine de minutes pour laisser la parole aux participants pour avoir la possibilité de poser des questions et d'apporter des réponses. Les différentes questions qui ont été posées. Oui, bon, je vois plus en bas, il y a Gafou Diop qui dit que, en fait, voilà, j'ai constaté que beaucoup de recherches sur les genres laissent de côté la catégorie filles-enfants, alors que dans les ODD, ce groupe doit être. Je voudrais vraiment rassurer que ça, ce n'est pas normal, mais peut-être que les gens travaillent en fonction de leur domaine d'intérêt. Sinon, filles, enfants, vraiment, je crois que c'est une thématique. En fait, c'est des groupes vraiment sur lesquels, si nous voulons apporter des changements, réduire les inquiétudes, c'est les groupes même les plus importants qu'il faut attaquer. Les filles, les enfants. Parce que comme le genre est un construit social, il va falloir que nous commençons justement par faire comprendre à nos enfants, donc c'est les plus petits, et aux filles, qu'ils ont tous les mêmes droits et que chacun peut travailler dans le domaine qu'il veut. Ça, c'est très important. Et chacun a droit à la même formation. Il faut qu'on commence là-bas. Ici, par exemple, bon, actuellement, c'est au Canada, mais vous voyez, il y a dès la maternelle, là, on commence à enseigner certaines choses aux enfants pour qu'ils s'acceptent l'un l'autre.
que tu sois garçon, bien fille, que tu sois... Bon, on leur apprend déjà cette conception-là, qu'ils sont tous pareils et qu'ils sont autonomes. C'est très important. On ne dit pas, bon, hey, Djeneba, il faut aller laver les plats, ou bien, bon, hey, Ali, c'est qui? Il faut aller, Ali, toi, tu dois laver les plats, tu dois rester à côté de maman et puis préparer, apprendre à préparer. Non, on ne dit pas ça. Non, non, non. Chacun doit être autonome, chacun doit pouvoir faire tout. Et ça, c'est très important. Donc, il y a des recherches, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup, en fait, aux enfants, donc, dans la question de la protection des enfants. Il y a des publications aussi sur ça. Donc, c'est un élément important. Je pense que s'il n'y a pas assez de travaux, ça va être très bien que si elle a la possibilité de travailler sur ça, ça peut renforcer, en tout cas contribuer à son expertise et à sa notoriété. Il y a la question de Amadou aussi, qui voudrait savoir sa démarche à suivre si la situation de référence n'existe pas. Ah, OK. Excellent. Bon, justement, c'est une très bonne question. Alors, si la situation de référence n'existe pas, alors que l'on veut faire une analyse justement qui tienne compte du genre, ce que j'ai dit, bon, j'espère que son projet a au moins un système de suivi et évaluation où on peut collecter des données. Bon, s'il y a ça, bon, et que le projet n'est pas encore terminé, je souhaiterais d'abord que on puisse introduire dans les outils de collecte pour le suivi et évaluation des informations relatives aux gens qui vont nous permettre justement d'avoir une situation à cette date-là. Ça ne sera pas une situation de référence telle qu'elle parce que le projet a déjà commencé, mais ça permet au moins de savoir à partir de cette date et la mise en œuvre des autres activités à la fin du programme, il y avait tel écart entre filles et garçons et on est passé là pour aller à telle autre étape. Ça va nous permettre de le faire. Donc, là, ça sera comme du genre à une date D et après le projet. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent before, after ou avant, après là. Oui, mais malheureusement, notre avant là ici est un peu tard. OK? Alors, l'autre élément, c'est de voir s'il a la possibilité vraiment d'avoir des informations relatives au genre avant la mise en œuvre du projet, même si ça n'a pas été, même s'il n'y a pas une étude de référence, ça peut être possible. Il y a un travail, par exemple, qu'on a fait c'était pour un programme de l'USAID au Niger. Bon, ils ont commencé à mettre en œuvre le projet, ça faisait déjà 1 an, 2 ans. Et à un moment donné, ils ont voulu penser à l'évaluation du programme. Hein? Ils ont voulu anticiper, en fait, parce que le programme n'était pas terminé. Comme ils ont l'intention d'évaluer dans les 3-4 ans à venir, donc on a été sollicité pour pouvoir évaluer et pour pouvoir proposer une méthodologie qui va leur permettre d'évaluer l'impact du programme. Et là, l'intervention, c'était dans des communes. Donc, il a fallu qu'on cherche des données, par exemple, relatives justement aux communes d'intervention, mais d'il y a 2 ans. Et qui a été possible. Donc, avec cette possibilité, Amadou a la possibilité de faire cela. Mais si c'est à la fin du programme et qu'il n'y a rien, souvent ça va être difficile. Je sais que souvent il y a une méthode au niveau technique là qu'on appelle la méthode d'appariement par les scores de propension. Ben, c'est des éléments qu'on pourra peut-être mieux discuter. S'il le veut, il a mon adresse, on pourra échanger. Je vais essayer de répondre aux questions des autres. Oui, la question de Ibrahima, c'est de savoir quelle est l'évaluabilité des 17 ODD sous l'angle du genre et quelle différence y a-t-il entre les évaluations et les audits de genre? OK. Donc, en fait, sur l'ensemble des 17 ODD, là, il y a 12 qui peuvent être évalués sous l'angle de genre. Donc, il y a des travaux qui ont été faits sur ça avant. Et comme je le disais, c'est-à-dire que même quand vous prenez les 17 ODD, là, il y a 169 cibles. OK? Et sur ces 169 cibles, il y a 58 en fait qui portent sur le genre. Donc, vous ne pourrez pas, donc ce qui représente à peu près les 34%. OK? Donc, quand vous allez vouloir évaluer l'un des ODD,
il faudra que vous passez en revue ces différentes cibles et puis les indicateurs qui sont proposés. Et comme je le disais, il y a dans 21% des cas, c'est seulement dans 21% des cas qu'on demande explicitement de désagréger selon le sexe. Ça, c'est explicitement, on demande cela. OK? Donc, les 12 des 17, oui, ça fonctionne très bien. Oui. Quelle est la différence entre l'intégration du genre dans l'évaluation des EDD et l'évaluation sensible au genre et à l'équité dans le contexte des EDD? OK, oui, c'est vrai. Entre l'intégration et l'évaluation, oui, c'est ça. Parce que, alors, l'intégration, en fait, suppose qu'il faut prendre comment on va dire, en amont. C'est-à-dire que c'est une démarche prospective. C'est ce qu'on appelle en anglais mainstreaming là. Alors, c'est-à-dire que, voilà, c'est dès le début, quand on parle d'intégration, c'est dès le début qu'il faut prendre en compte le genre. OK? Donc, on parle d'intégration du genre dans l'évaluation des ODD. Donc, vous voyez, dans les ODD tels que ça a été défini, il y a des ODD dans lesquels on a des aspects spécifiques au genre. OK? Donc, ça a déjà été, la question problématique du genre a déjà été intégrée. OK? Maintenant, lorsque nous voulons faire une évaluation de ces ODD, on a la chance, c'est déjà pris en compte. OK? Donc, à ce niveau, on va juste s'attarder sur les indicateurs relatifs au genre dans ces ODD-là. OK? Maintenant, pour l'évaluation sensible au genre et à l'équité, comme ici c'est précisé dans le contexte des ODD, OK? Là, c'est le synonyme, c'est équivalent. Mais si on ne veut pas mis dans le contexte des ODD, l'évaluation sensible au genre, donc ça peut être que, bon, c'est un programme, par exemple, ça peut être un programme qui a été mis en œuvre et qui, au départ, par exemple, n'a pas pris en compte le genre. Mais quand on est dans cette situation, comment on fait? Parce qu'on veut quand même savoir ce qu'il y a comme écart entre les hommes et puis les femmes, entre les jeunes et puis les personnes plus âgées, entre les filles et puis les enfants. OK? Donc, en ce moment, alors, on va analyser l'évaluabilité. OK? Si ça n'a pas été pris en compte au début, c'est difficile, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? C'est ce que j'ai proposé à Fatou entre-temps, je crois. Oui, c'est ça. Donc, tel que formulé dans le contexte des ODD, c'est la même chose parce que dans les ODD, on a déjà pris en compte ces dimensions, sauf les ODD qui ne prennent pas, parce qu'il y a 12 sur les 17 là, qui ont au moins cet aspect-là de la prise en compte du genre. Est-ce que je réponds à la question? Oui. Oui, il a dit oui. Évaluation on va choisir. On va prendre la question de quels sont les indicateurs importants à prendre en compte dans le processus d'évaluation du genre. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je lirai avec intérêt le diaporama. Ça, c'est de Simon Henry. OK. Les indicateurs importants à prendre en compte. Voilà. Là, je pense qu'il faut il faut placer les choses dans leur contexte. Alors, d'abord, est-ce que vous savez, dans les pays, normalement, au niveau des objectifs de développement durable, chaque pays a essayé de hiérarchiser ou de prioriser les ODD. OK? Et vous allez voir, par exemple, je crois que dans certains pays, là, l'ODD 5, là, ça vient en avant-dernier. Hein? OK? Voilà. Maintenant, pour les indicateurs qu'il faut prioriser, je pense que dépendamment aussi de la disponibilité des données que vous avez, ce que moi je suggère, c'est de voir dans les ODD quels sont les indicateurs qui sont proposés et en fonction du contexte, si c'est au Burkina, si c'est au Sénégal, quels sont les indicateurs qui sont pertinents pour le Sénégal? Quels sont les indicateurs qui sont pertinents pour le Burkina si je fais l'évaluation au Burkina? Quels sont les indicateurs qui sont pertinents au Mali? OK? Donc, la pertinence va dépendre vraiment du contexte parce qu'il faut arriver à faire savoir ce qui va ou ce qui ne va pas au niveau du genre en fonction du contexte du pays.
Donc, je ne pourrais pas dire systématiquement, par exemple, que c'est tel indicateur qu'il faut préciser, mais je suggère que pour le donner en question, et si vous faites l'évaluation dans le pays, il faudra que vous voyez dans le pays qu'est-ce qui peut être vraiment considéré comme prioritaire. OK? Et là, bon, si vous voulez, vous pourrez échanger aussi avec d'autres acteurs pour avoir justement, pour prioriser ces indicateurs-là. Et si c'est une évaluation, normalement, peut-être il y a une équipe d'évaluation, ou bien il y a le commanditaire, ou bien vous regardez aussi la politique nationale du pays en matière de genre et de voir quels sont les indicateurs qui se trouvent dans la politique nationale genre et qui sont, par exemple, dans les ODD. Et là, je pense que la pertinence va venir de là. OK? Donc, c'est ce que je suggère. Sinon, bon, tous les indicateurs tels que si on a la possibilité, c'est bon, mais il y a des coûts qui sont liés à la production des indicateurs. Donc, il faut vraiment tenir compte de cela. Oui. Une question de M. Kofi. Kofi. Quel modèle est plus pertinent pour l'évaluation du genre et l'équité? Un modèle qui est le plus pertinent. OK. Alors, ce que je veux dire, si c'est en termes d'analyse, OK, je ne sais pas ce qu'il veut dire clairement par modèle, mais ce que je dis, il faut utiliser des méthodes qui sont mixtes. Ça veut dire quoi? Vous avez besoin de données quantitatives. Ça, c'est important. Ça va vous permettre de savoir ce qu'il y a comme écart. Mais les données qualitatives, genre des focus group que vous avez réalisé avec des gens, ou bien ça peut être une interview, ainsi de suite. Ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre de comprendre les résultats quantitatifs. Donc, le modèle le plus utilisé et le plus recommandé, quel que soit là où vous êtes, c'est le modèle mixte. OK? Donc, qui allie des données quantitatives aux données qualitatives. Quelle que soit la planète où vous vous trouvez là, c'est le modèle qui est le plus recommandé. OK? Maintenant, de plus en plus, bon, mais ça va venir avec d'autres éléments. Les gens parlent en fait de la spatialisation. OK? C'est-à-dire que de pouvoir, par exemple, avoir sur une carte ou quelque chose comme ça, une répartition des acteurs, parce que ça c'est ça qui va nous permettre, par exemple, de pouvoir mieux les cibler, mais également aussi pour certains indicateurs qui peuvent être utilisés. Bon, je sais que lors d'une rencontre de haut niveau sur la question, on a parlé en fait des données aussi relatives à l'utilisation, par exemple, des GPS, les données aussi relatives à l'utilisation des téléphones, ainsi de suite. Mais toutes ces données-là, bon, peuvent s'inscrire dans le cas d'une analyse mixte ou bien d'une analyse relative au big data, l'utilisation des big data. Mais quand on dit aussi big data, là, il faut comprendre qu'il y a des aspects informatiques qui sont dedans et qui nous permettent, par exemple, de souvent connaître en temps réel l'avancement de certaines informations lorsqu'elles sont enregistrées. Oui. Donc, mais si c'est dans le modèle mixte, il n'y a rien à faire partout, quel que soit où vous êtes là, ça va être intéressant de les avoir. Mais ça a un coût parce que c'est comme une double collecte. Ça prend plus de temps pour ça. OK. On a encore 15 minutes. OK. Je ne sais pas, je me retrouve plus. Bon, je suis en train de voir aussi. Quel est le modèle? Ouais, ça on a dit. Parmi les outils d'analyse, vous n'aviez présenté que le sexe homme et femme. Cela veut dire que les autres couches, jeunes, vieux, etc., ne sont pas pertinentes dans le contexte du genre. Non. C'est bon? Homme, jeune, non, bon, OK. Alors, j'ai présenté effectivement, mais vous voyez, quand c'est l'unité fondamentale. Quand vous prenez les jeunes, mais les jeunes là, il n'y a pas que les hommes, il y a les hommes et puis il y a les femmes. Il y a les femmes, ouais. Quand vous prenez les personnes âgées, il y a justement, oui, il y a des hommes et puis il y a des femmes.
Donc, ce n'est pas laissé de côté. Mais je tiens quand même à rappeler, et c'est très important, lorsque vous faites une évaluation et que vous ne prenez pas en compte la question homme et femme, vous ne faites pas une évaluation qui tient compte des genres. Ça veut dire, même si vous prenez un groupe vulnérable, ok, ce qu'on demande dans l'analyse genre là, quand vous prenez un groupe vulnérable, il faudra que vous voyez dans ce groupe vulnérable là comment se comportent les hommes, comment se comportent les femmes, ok. Donc c'est très important. Même quand je prends les enfants, c'est la même chose. Il y a des garçons, il y a ainsi de suite. Donc c'est très important. Les personnes âgées, c'est la même chose. Ça fait partie. Voilà. Mais il faut toujours désagréger en tenant compte de hommes et femmes. Et j'avais ajouté, il y a souvent ce qu'on appelle les transgenres. Oui, c'est pour cela que j'ai dit il faut tenir compte de la politique nationale. Il y a les transgenres, et ça, c'est un autre groupe à part qu'il faut considérer. Mais comment identifier des transgenres? C'est ça, la question doit être posée. On ne va pas demander est-ce que tu es un homme, tu es une femme. Bon, est-ce que souvent on pose. C'est autorisé au Kenya maintenant. Oui, oui, c'est ça. Le premier pays à autoriser ça, oui. C'est ça. Bon, pour avoir cette troisième modalité-là, OK? Bon, il y a ce qui est autorisé et puis maintenant, quand tu vas poser la question, est-ce que la personne serait à l'aise de dire que, bon, je suis transgenre ou bien trans? Voilà, c'est ça, quoi. Souvent, il arrive qu'on pose, comment te sens-tu? Est-ce que tu te sens comme homme ou bien tu te sens comme femme? Comment te sens-tu? Voilà, là, la personne va... Donc, ça, c'est un élément aussi qui est d'actualité. C'est délicat. Oui, c'est ça. C'est important. Il y a Morndoy qui revient pour demander comment peut-on prendre en charge le mécanisme de la théorie du changement dans une évaluation axée sur le genre. Prendre en compte... la théorie du changement. Oui, la théorie du changement. Dans une évaluation axée sur le genre. Voilà. OK. D'abord, je voudrais préciser que lorsque vous évaluez un programme, vous voulez évaluer un programme, la première des choses, c'est de voir s'il y a une théorie du changement. OK? Voilà. Mais s'il y a la théorie du changement, c'est fini. Parce que là, vous avez en fait les différentes dimensions de la théorie du changement qui interagissent, qui agissent l'un sur l'autre, par exemple, pour aboutir au résultat que l'on veut. C'est très important. Alors, maintenant, c'est sur la base de cette théorie de changement et de votre cadre logique, par exemple, que vous allez élaborer en fait votre questionnaire. OK? C'est vrai qu'actuellement, bon, pour l'évaluation des programmes, bon, on utilise classiquement maintenant, c'est devenu 6 critères. Hein. C'était 5 critères de l'OCDE. Là. Il y a un 6e critère qui a été ajouté qui concerne la synergie d'action. Voilà, qu'il faut intégrer. Alors, donc, faire le lien entre la théorie du changement et puis votre cadre logique. Et en fonction des différentes dimensions de la théorie du changement, voir quelles sont les questions qui peuvent être posées. OK? Et quand vous allez faire vos analyses, vous allez pouvoir les mettre en lien pour voir si effectivement c'est une théorie du changement qui tient la route. OK? Par exemple, j'ai dit, OK, bon, on veut, par exemple, améliorer le bien-être des populations. Et pour ce faire, comme c'est une population qui vit essentiellement de l'agriculture, bon, on leur a fait une formation sur le compostage. Bon, on s'est dit, bon, lorsque la production est augmentée, bon, ça va permettre quand même aux gens de pouvoir avoir de quoi manger. Et peut-être même s'il y en a plus, on pourra vendre pour avoir des revenus. Et du coup, ça va améliorer le niveau de vie des populations. OK? Donc, voici brièvement présenter la théorie du changement. Alors, mais il y a des éléments, nous allons essayer de voir, on va collecter des informations, par exemple, sur le rendement. On va collecter des informations sur la consommation même du ménage et on va prendre aussi des informations sur les ventes des céréales ou bien les ventes qui ont été effectuées. Et nous avons notre indicateur, par exemple, nous pourrons définir
ça peut être par exemple que, bon, si c'est le niveau de vie, si c'est la pauvreté, bon, on va voir notre seuil de pauvreté là, peut-être à partir d'un certain revenu. Voilà, et on verra s'il y a un lien. Donc, en termes quantitatifs, on peut bien sûr faire quelques modèles de régression, comme on dit là, mais au niveau qualitatif aussi, c'est de poser la question aux bénéficiaires là, pour voir que, est-ce que, bon, ils pensent, bon, il y a eu la production a augmenté, mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui a amélioré vraiment votre revenu? Et vous devez voir la chaîne. Hein. Peut-être s'il a vendu, par exemple, s'il a fait des ventes, OK? Ça augmente le revenu. Son revenu peut avoir augmenté sans que ça ne soit lié, par exemple, à sa production agricole. Peut-être qu'il y a une autre activité, mais notre projet ne s'intéresse pas à ça. Ou bien peut-être qu'il a des parents qui sont peut-être quelque part, qui lui ont envoyé de l'argent. Son revenu peut avoir augmenté, mais ce n'est pas lié, par exemple, à la vente de sa production agricole. Donc, quand la théorie du changement est bien claire, ça permet de tracer cela. Maintenant, quand il n'existe pas de théorie de changement, c'est ça qui arrive le plus souvent. Quand il n'arrive pas de théorie de changement et qu'il y a au moins peut-être un cadre logique, ou bien peut-être des indicateurs objectivement à partir des objectifs, c'est de remonter pour pouvoir constituer la théorie des changements, mais ça sera justement avec l'apport aussi de l'équipe. Parce que cette théorie des changements, vous allez la faire pour que ça puisse servir prochainement pour d'autres interventions. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va prendre 2 ou 3 questions. La question de Lamine Diop, qui vous pouvez répondre en même temps à celui de son frère, je crois, Gafou Diop, qui demande quelle serait l'approche à utiliser si les intervenants sont en face à des barrières socioculturelles et religieuses, etc. Ça fait partie des défis que j'ai tantôt mentionné là. Bon, c'est pour cela, je crois que c'est très important de connaître le contexte culturel de la population et des rôles. Il faut connaître ça même avant d'aller quoi que ce soit sur le terrain. Parce que c'est possible qu'au lieu que ce soit l'évaluateur comme ça, là, il faut que tu aies une équipe. Bon, moi, je me fais toujours associer par des collègues là, okay, ou bien par d'autres personnes, parce que qui connaissent bien le contexte et qui ont vécu là-bas. Okay? C'est très important. Au lieu peut-être que ce soit une personne extérieure qui va aller là-bas, il faut avoir des gens peut-être de la communauté qui peuvent permettre de collecter ces informations-là. Mais ces gens de la communauté-là, il faut que tu travailles étroitement avec ces personnes-là pour montrer l'importance et de leur dire clairement ce que tu veux savoir. Parce qu'il y a des cas, effectivement, si tu n'es pas de la communauté, si c'est des barrières religieuses, tout ça, ça dépend. Il faudra que ça soit, il faut que tu entres aussi par la religion. Sinon, tu ne pourras pas. Donc, c'est ce que je vais suggérer à ce niveau-là. La question de Denis, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de femmes qui ont posé des questions. Bon. Je vois que des hommes. Comment mesurer et assurer le suivi des progrès? Comment mesurer assurer et mesurer le suivi des progrès? Bon, je pense qu'il n'y a pas plusieurs façons d'assurer et puis de mesurer les progrès là. Alors, je vais peut-être, mais je ne sais pas si c'est dans le cas, on a toujours besoin des données quantitatives, c'est clair. Voilà. Et donc, c'est collecter les données et puis faire le traitement en fonction des indicateurs qui ont été définis. Comme on parle de progrès, ça suppose qu'on a un indicateur à une date donnée et que justement, on veut savoir comment on a évolué. Donc, c'est très important d'avoir les données pour pouvoir le faire. Sinon, ça ne sera pas possible. Ouais. Je crois que là, Alexis, je vais vous laisser conclure. De toute façon, on pourra répondre aux autres questions en ligne. Parce que vous aurez la présentation sur les plateformes du RFE et de Sénéval. On va essayer de répondre à toutes ces questions-là et vous les envoyer. Je te laisse la parole si tu veux conclure parce qu'il ne nous reste plus que 3 minutes. OK. D'accord. Je voudrais remercier toutes les participantes et tous les participants
justement à ce webinaire. J'ai été très, très heureux d'échanger avec vous. Je reste disponible. Vous avez mon adresse mail. On peut échanger. Et je laisserai également la présentation PowerPoint pour qu'on puisse vous partager cela. Et quand si vous avez des questions, vous pourrez. Bravo à Ceneval pour cette belle initiative. Et merci au RFE pour justement la mise à disposition de cette plateforme-là qui nous permet en tout cas d'échanger à distance et de renforcer les capacités. Jean-Marie, merci beaucoup. Tu as été très réactif. Bon, ça n'a pas changé depuis lors que je te connais, en tout cas pour le moment là. Tout va bien. En tout cas, du courage et on reviendra justement pour d'autres thématiques par la suite. Merci. Merci beaucoup, Alexis, pour la pertinence du sujet, pour la qualité de la présentation, pour la maîtrise du sujet. Je ne me suis pas trompée en te choisissant. Je savais que je n'en attendais pas moins de toi, de toute façon. Merci à Jean-Marie pour la disponibilité légendaire, la réactivité et au RFE. Ceneval est toujours disposé à participer à ce genre d'activité pour la promotion de l'intégration des genres dans l'évaluation des politiques publiques de façon générale. Et je crois que c'est la première fois que nous faisons ce genre d'activité, qui sera un cas d'école pour toutes les VOP. Profiter de cette plateforme, c'est la nôtre, et puis bon, il faut que ce soit nous qui l'animons à la place de personne. Merci à tout le monde, merci d'avoir participé. C'est un plaisir de vous avoir vu, même si c'est de façon virtuelle. Et à très bientôt sur le même